Bonjour Essar. Bonjour Tom. Alors Essar, sans être définitivement sorti des difficultés techniques, hein, je crois que chaque vidéo spectateur et vidéo spectatrice peut le constater encore aujourd'hui. Apparemment, un certain nombre de gens s'acharnent sur la connexion entre vous et nous. Alors, bon, on va faire avec, hein. On va faire avec pour dénoncer en premier lieu ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe aussi en Israël, puisque là on a atteint un sommet de ce qu'on peut appeler un apartheid qui ne disait pas son nom, mais qui maintenant s'expose d'une manière absolument, je dirais, incontestable. C'est pour entamer cette partie indispensable du CITREP que nous voulons à chaque fois mettre en lumière, qui est cette attitude absolument révoltante, criminelle, dégueulasse de la part des autorités sionistes contre les Palestiniens. Alors je vais vous laisser évidemment la parole, Essar, et surtout je pense qu'il est intéressant d'insister sur le vote de cette loi qui fait sortir le loup du bois, c'est-à-dire de montrer que Israël n'a jamais été une démocratie et que désormais c'est une évidence, et que en plus c'est un régime raciste qui n'hésite plus maintenant à justifier, en tout cas à amplifier son programme d'annexion territoriale contre la Cisjordanie et contre les territoires palestiniens en général. Alors, bonjour à tout le monde. Merci Tom d'avoir posé ces questions. Nous sommes à notre 43e CITREP, après le 42e qui était vraiment très problématique pour son enregistrement. Oui, et nous sommes le 20 juillet, pardon, excusez-moi, Essar, oui. Oui, oui. Alors, donc, je salue tout le monde et je vous salue tous pour votre suivi, effectivement, de notre CITREP. Effectivement, je commence par la Palestine, les Palestiniens qui se font toujours massacrer tous les jours, encore plus. Aujourd'hui, un jeune qui a été tué à Gaza, encore. Il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'il y ait des victimes palestiniennes tirées à bout portant par l'armée israélienne ou par la soi-disant police israélienne. Tout simplement parce qu'ils veulent aller. En fait, ils expriment effectivement leur leur appartenance à leur pays. Ils expriment que leur pays leur appartient. Ils expriment que leur maison leur appartient et ils résistent aux violations de domicile qui sont faites systématiquement par les Israéliens. Les dernières en date par la ville de Deir al-Ahmar aussi, qui est dans la banlieue est de Gaza, de Jérusalem, où des villages entiers, en fait, des maisons du village ont été détruites et la majorité des Palestiniens de Jérusalem ont tenu le coup et se sont tenus solidaires des habitants de cette maison, mais aussi les destructions qui continuent dans le Ror, etc. Ajouter à ceci, alors la résistance du peuple palestinien se fait avec quoi? Avec quels outils? Elle se fait avec comme armes de destruction massive, entre guillemets, des pierres, hein, et puis des cerfs-volants. Aujourd'hui, les Israéliens n'ont pas peur du ridicule. Et avec les bombes, ils bombardent le sud de Gaza, soi-disant, ce sont les lieux où sont fabriqués les cerfs-volants. C'est même pire, Essar, hein, c'est même pire, Essar, puisque je vous ai lu juste avant le début du CITREP une dépêche qui venait juste d'arriver, qui signale que l'armée israélienne bombarde toute la bande de Gaza, hein, et d'une manière massive. Hein. Et ça a déjà été le cas il y a quelques jours. Et pire encore, depuis 2014, hein, là, on est dans une situation d'escalade. Hein. On est dans une situation qui est absolument
pas seulement absurde, pas seulement révoltante, pas seulement à honnir et à dénoncer, mais vraiment dans une situation purement et simplement criminelle où une armée destructrice, qui est l'armée israélienne, s'acharne sur une population isolée dans une prison à ciel ouvert, que ce soit à Jérusalem ou à Gaza ou dans le reste de la Palestine occupée. D'ailleurs, pour ce faire, le Parlement appelé le Knesset israélien a ajouté à cela, d'ailleurs, a levé tous les masques hier en votant une loi qui donne la priorité aux Juifs pour la nationalité, en fait pour l'appropriation du pays, qui refuse aux Palestiniens les titres de propriété de leur maison, qui leur refuse le droit de construire, qui leur refuse leur langue. Et désormais, la langue arabe est devenue une langue tout à fait secondaire, alors que la langue principale est devenue l'hébreu. Ça signifie d'ailleurs que dans les textes, que ce soit à l'école ou que ce soit dans les documents administratifs, la langue arabe va disparaître, hein, de fait. Hein. Tout à fait. Ajouter au fait aussi que ce vote autorise et encourage les colonisations massives, interdit aux Palestiniens de restaurer leur maison, interdit aux Palestiniens d'avoir des titres de propriété de leur propre maison. En fait, cet État était pratiqué à l'avance. C'était avant ce vote, c'était la pratique pratiquement de l'État d'occupation israélien vis-à-vis des Palestiniens, donc en toute illégalité par rapport aux normes internationales et par rapport à tout ce qui est loi internationale concernant un pays qui occupe un autre. Et là, ils ont au contraire, en fait, beaucoup plus que ça, ils ont consacré cette pratique par un vote qui a été fait par le Knesset. Vote complètement illégal au vu des lois internationales et auquel on s'insurge, contre lequel on s'insurge. Les Palestiniens s'insurgent, mais nous aussi, et je crois que toute la communauté internationale devrait s'insurger aussi, parce que c'est consacrer l'état d'apartheid, c'est consacrer le racisme, consacrer la séparation, consacrer toutes les pratiques ignobles que nous avions, que le monde dit moderne pense enterrer, et ce sont les Israéliens qui les font revivre en toute impunité. En toute impunité et en toute insolence. Oui. Ah oui, absolument. Voilà, arrogance et insolence. Donc, à nous de faire quelque chose. Je fais appel à tout le monde, à toutes les forces, associations, et pays qui ont un minimum le sens de la justice et un minimum le sens des droits de l'homme. Ils doivent réagir à tous les niveaux, dans toutes les instances de l'ONU, dans toutes les instances internationales, quelles qu'elles soient. Et encore une fois, j'appelle donc à accentuer ce mouvement de boycott des investissements en sanctions contre l'État d'Israël, qui est un État d'occupation, un État d'apartheid, un État raciste et fasciste. Aussi bien dans toutes ses pratiques quotidiennes et dans toute son idéologie. Donc j'appelle effectivement à tout le monde, à accentuer ce mouvement, à aller de l'avant dans ce mouvement de boycott, sanctions et des investissements par rapport à l'État fantoche d'Israël. Absolument.
Et avec ça, je close aujourd'hui cette question par rapport à la Palestine occupée. Et on peut passer donc à l'axe de la Syrie. Alors, de toute façon, malheureusement, il va falloir en parler dans les prochains CITREP. Ce qui se passe en Palestine depuis le vote de cette loi va évidemment considérablement aggraver la situation. Ça a au moins le mérite, en tout cas, de montrer les choses telles qu'elles sont et pas telles comme que la propagande sioniste essaye de nous les faire avaler. Voilà. Alors effectivement, on va passer à ce qui se passe en Syrie, qui prend une tournure très intéressante et très énergique. On a une opération militaire de libération des territoires du sud-ouest de la Syrie qui étaient occupés par les soi-disant rebelles modérés, et puis Daesh, coincés entre la Jordanie et puis la partie occupée du Golan, qui est syrien et qui reste syrien. Alors, il reste pas grand-chose. Je ne me rappelle pas de la surface que représentait le territoire syrien occupé, mais en tout cas aujourd'hui, il doit rester à peu près 300 ou 350 km² occupés par Daesh et à peu près autant par les fameux soi-disant rebelles modérés. Donc on a là, pendant que je suis en train d'en parler, il y a des images qui passent, qui montrent l'évolution extrêmement rapide de l'avancée de l'armée syrienne. Et on peut imaginer le désespoir des Israéliens qui auraient voulu garder le Golan syrien annexé, et qui commencent à s'inquiéter parce que il y a apparemment, et c'est une autre dépêche, un ancien général syrien, qui explique qu'à un moment ou un autre, la Syrie va réclamer la restitution du Golan occupé. Et je pense que compte tenu de la réussite extraordinaire, de l'avancée extraordinaire des troupes syriennes dans le sud-ouest de la Syrie, cette levée de l'annexion israélienne sur le Golan syrien va être quelque chose d'assez rapide. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les Israéliens vont laisser les choses se faire. Malheureusement, parce qu'ils l'ont déjà prouvé récemment, après le dernier CITREP en date, avant celui-là, un bombardement du côté de Damas, et puis du côté de Quneitra, pour tenter de faire croire qu'un obus serait tombé dans la partie soi-disant considérée par eux comme étant Israël, alors que c'est le Golan occupé, évidemment. Alors en fait, de cette plateforme et de ce CITREP, je peux dire félicitations au peuple syrien, à l'armée syrienne et à l'ensemble des amis réels de la Syrie pour ces grandes victoires remportées par l'armée syrienne dans le sud-ouest de la Syrie. Dera, d'abord, ça a été déclenché rapidement par la libération très rapide et suite à certains, à des combats acharnés aussi. L'ensemble de la campagne du gouvernorat est de Dera qui a été libéré et la réouverture du passage d'Ansib, Nassib qui est entre la Syrie et la Jordanie. Donc là aussi, d'abord, ça a été très important pour la Syrie de nettoyer ces zones, couper ces frontières syro-jordaniennes de l'ensemble des terroristes. Il faut savoir que les terroristes d'Al-Nosra dominaient ce passage à Nassib et aussi fonctionnaient de manière tout à fait coordonnée avec la chambre d'opération MOC, qui était une chambre de coordination des opérations composée des services de renseignement américains, britanniques, français,
du Mossad et de la Jordanie, de Qatar et de l'Arabie Saoudite, hein. Donc qui avait pour domicile effectivement la Jordanie. Donc de la Jordanie transitaient les aides et les renforts en hommes, en munitions, en équipement et surtout aussi en ordre, je peux dire, et base de données d'objectifs, hein, vers les terroristes d'Al-Nosra, dont s'était contenté aussi bien la Jordanie que Israël de leur présence à leurs frontières. Donc, ce grand succès et ces grandes victoires de la Syrie, de l'armée arabe syrienne, dans la libération de l'ensemble de ces zones, et surtout de ce passage et la réouverture de ce passage, qui a occasionné aussi le retour de certaines familles qui étaient exilées ou poussées à l'exil par Al-Nosra. Ils sont revenus aussi dans leurs villages qui sont à l'intérieur du gouvernorat de Dera. Si vous me permettez, donc des villages est du gouvernorat de Dera. Oui, si vous me permettez, Sarr, je vais appuyer évidemment ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que non seulement le passage Al-Nasib a été libéré, mais il y a un deuxième passage qui est plus secondaire, celui-là, mais qui a été également libéré. Il ne reste donc pour les terroristes ou pour les pseudo-rebelles modérés pratiquement aucun autre passage. Et quand je dis aucun autre, ça veut dire y compris par rapport au Golan. Exactement. Alors là, le fait que ce passage ait été libéré, c'était aussi un grand problème, justement pour ceux qui voulaient fuir, parce que fuir les opérations avec l'armée syrienne, les terroristes qui voulaient fuir, leur seule possibilité dans un premier temps, c'était de fuir vers Israël ou vers le Golan, hein, occupé. Mais surtout vers Israël, parce que vers le Golan occupé aussi, la suite des opérations a été aussi de fermer tous les passages et toutes les frontières qui sont aujourd'hui reprises par l'armée syrienne et qui se redéploient sur l'ensemble de cette partie du territoire de séparation, si on peut dire, entre la Syrie et l'État d'occupation et la Palestine occupée et le Golan occupé. Donc l'armée syrienne se redéploie à ce niveau. Donc voilà, et une première partie, donc ça a été les deux grandes batailles, c'était Tell el-Hara, qui était très importante parce que là c'était un fief de Nosra. Je parle toujours de la partie est de Dera, hein, du gouvernorat de Dera, de la campagne du gouvernorat de Dera. Et la partie ouest a commencé après. Dans la partie ouest, en fait, il y a eu des écroulements systématiques très rapides. Hein. Il y a après la prise d'un grand mont, c'était la bataille des monts, des montagnes, si on peut dire, la bataille des monts. L'ensemble des monts de ces côtés sont des monts qui sont stratégiques, qui dominent, qui culminent aussi à 1100 mètres. Le mont le plus intéressant, le plus important, ça a été Tell el-Hara aussi. Qui culmine à 1100 mètres, qui donne sur les Tell el-Hara, 1150 mètres. D'ailleurs, il faut noter. Qui domine le Golan syrien occupé et qui domine aussi qui domine même, on voit de là le lac Tibériade, etc. Ah oui, Suite à ce mont, il y a eu une série de monts qui ont été libérés, Tell el-Mal, Tell el-Faras, Tell el-Ali, qui sont, alors Tell el-Faras, Tell el-Ali, ils sont toujours sous la domination des Israéliens, mais alors maintenant l'État syrien les domine par le feu, comme on dit.
Et puis, bon, alors que Tall el-Hara a été bien libéré. Je tiens à dire quand même, Tall el-Hara, ça a été un mont que les Israéliens s'acharnaient à dominer pendant la guerre de 73-74. Ils n'ont jamais réussi à le dominer. Et malheureusement, ce sont les terroristes, suite à des trahisons de Syriens, donc ils ont réussi à le dominer il y a donc 7 ans. Donc vraiment, c'est quelque chose de très très important qui s'est passé là. Alors oui, excusez-moi, Essa. Je vais compléter l'information par le fait que les monts en question ont été relativement rapidement libérés de la présence terroriste parce que l'armée, les forces aériennes syriennes ont été accompagnées par les forces aériennes russes qui ont lourdement bombardé ces secteurs-là, hein, en plus de l'artillerie au sol. Hein. Ouais, ils ont lourdement bombardé les QG, les quartiers généraux des terroristes, et en évitant toujours comment dire, les zones résidentielles civiles. Oui, des civils. Ça d'un côté, d'un autre côté, il faut dire quand même que la majorité des villages ont été libérés parce qu'il y a eu une rébellion des habitants de ces villages contre les terroristes leur demandant de quitter. Et pour mettre fin au terrorisme, ils n'en peuvent plus. Ça a été le cas dans beaucoup de villes de Deraa, en fait du gouvernorat de Deraa, sauf les lieux qui étaient vraiment des quartiers généraux et qui étaient vraiment des quartiers généraux d'Al-Nusra et de Daesh. Bon, ce qui fait que effectivement aujourd'hui c'est la population qui est ravie. Le drapeau syrien a été hissé sur pratiquement la totalité des villages, hein. Et ce qui reste seulement aujourd'hui, ce sont les zones qui sont occupées ou sous le joug de Daesh, donc qui se situent dans le triangle Jordanie, Palestine, occupée, Syrie. Qui sont... donc c'est dans ce triangle-là. Des terroristes qui sont le dos au mur, hein, parce que là, dans leur dos, il y a des montagnes, hein, donc pour fuir, c'est difficile, hein, pour le coup. Hein. Tout à fait. Et puis, on pense quand même qu'ils ont été lâchés aussi par les Américains, il faut quand même le dire. Oui. Ce qui a contribué aussi à leur effondrement psychologique avant la défaite, parce qu'il y a beaucoup aussi de ces défaites qui ont donné lieu à des réconciliations entre guillemets, c'est-à-dire des redditions de la part des terroristes. Qui ont rendu leurs armes lourdes, moyennes et même et simples. Ils ont chacun ils ont gardé chacun une seule arme dans ces redditions, et puis on leur a proposé de les amener. Ils devaient partir donc à Idlib comme tous les autres, et les cars verts les attendaient pour les amener. Et c'est à la montée des cars qu'ils se bagarrent entre eux. Et puis, il y a eu nombreux sont qui ont décidé à ce moment-là de se rendre à l'armée syrienne, et puis de ne pas aller à Idlib. En fait, là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe, c'est que même les prisonniers qui devaient être libérés par l'armée syrienne, parmi ces prisonniers, il y a une grande partie qui ont décidé de retourner, je veux dire, au sein de la patrie
et puis de signer leur reddition totale plutôt qu'en tant que prisonniers se laisser libérer et aller avec Al-Nusra à Idlib. Alors, et C'est ce qui ça, s'est passé justement, aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose de très important qui se passe aujourd'hui. Mais ce que je voudrais, c'est juste terminer oui, l'épisode de Konetra. C'est que à Konetra, il y a eu un accord effectivement entre l'armée syrienne et entre l'État syrien et l'ensemble des organisations terroristes pour qu'ils se rendent effectivement et ils seront transportés à Idlib ou ailleurs contre le déploiement de l'armée syrienne dans toute la zone qu'il dominait, le retour des institutions syriennes dans ces villes. Bien sûr, le drapeau syrien sera hissé, le retour des institutions, le retour de la Syrie et en fait l'ensemble de ces villages reprennent une vie normale au sein de la patrie syrienne et les terroristes s'en vont. Alors, pour ceux qui devaient partir à Idlib, il y a à nouveau une reddition et certains qui signent ils ne veulent pas partir à Idlib et ils veulent régulariser leur situation et retourner dans le giron de la patrie syrienne et rejoignent une vie normale et une situation normale, que ce soit une situation de service militaire ou de fonctionnaire ou de travail ou je sais pas quoi, mais en fait, bon, pour la plupart. Les 1500 prisonniers qui devaient être libérés par l'armée syrienne, ceux-là aussi ont refusé de partir à Idlib. Ils devaient être libérés pour partir à Idlib. Ils ont refusé. Alors, il y a seulement 150 qui partent à Idlib et tout le reste réétudie sa question, réétudie son statut pour revenir dans le giron de la patrie. Aujourd'hui, il y a eu aussi, et c'est très très important, la libération, en fait, une sortie de Foura et Kafaria des habitants, parce que Foura et Kafaria sont deux villes qui sont sous siège, en état de siège, en fait, assiégées par les terroristes de Al-Nusra et Daesh depuis 3 ans. Et qui subissent les pires choses, non seulement la famine, la soif, etc., et le fait qui sont liés à l'état de siège, mais aussi ils sont l'objet de tirs de missiles systématiques, l'objet de francs-tireurs aussi systématiques, et beaucoup de blessés, de morts. Parce qu'ils ont refusé de quitter leur village et ils y tiennent. Bon, là, il y a un accord et c'est la deuxième fois par cet accord, en fait. C'est le deuxième accord qui, cette fois-ci, a marché parce que la première fois, rappelez-vous, lors de la libération d'Alep, c'était des gens qui devaient arriver au passage à Rachidine, et c'est là qu'il y a eu le pire des massacres, qui a été en plus cautionné par l'ONU. C'était le passage au moment de l'arrivée des gens, des bus de Foua et Kefreya à Rachidine. Normalement, les terroristes devaient arriver à ce moment-là. Et il y a eu donc vraiment une violation de cet accord par les terroristes, et c'est là qu'ils ont envoyé, après les avoir retenus pendant 40 heures dans les bus, ils ont commencé à leur dire, bon, maintenant vous allez venir et on va vous donner à manger, etc. Et là, il y a des personnes qui se sont fait exploser dans le flot d'enfants et de personnes qui venaient chercher à manger de cette soi-disant voiture qui amenait de la bouffe.
Oui, on voit d'ailleurs 150 morts, 148 morts et des centaines de blessés et des centaines de disparus jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de disparus et des blessés disparus aussi. Qui n'ont pas été, l'affaire n'a pas été élucidée et je crois que la Turquie est absolument pas propre là-dedans. oui, il paraît qu'effectivement, un certain nombre de blessés auraient été envoyés en Turquie. Alors, on ne sait pas pourquoi. Exactement, c'est ce qu'ils disaient. Ils sont partis, ils ont été envoyés en Turquie parce que, soi-disant, les hôpitaux syriens ne pouvaient pas les secourir ou n'avaient pas les moyens. Mais donc, ils ont décidé eux-mêmes de les envoyer en Turquie. Les terroristes. Hein. Pour illustrer l'horreur absolue de cet attentat absolument ignoble, hein, on a une photo d'un journaliste présent sur place qui s'est effondré de voir ces horreurs. Il s'est effondré, on le voit à genoux, à côté de la dépouille d'un enfant qui est mort de cet attentat, en se tenant la tête parce que c'était une horreur absolue. C'était la preuve que les terroristes étaient capables des pires saloperies. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, ils sont enfin arrivés, tous les cas sont arrivés, alors qu'il y avait quand même 4 cas qui ont été largement retenus par les terroristes qui pensaient faire un attentat aussi ou un chantage quelconque là-dessus. Et ce qui a été dit, c'est que c'est l'État turc qui a pesé sur eux pour qu'ils respectent l'accord de sortie et qu'ils laissent partir tout le monde. Donc ça, c'est une bonne chose déjà qu'ils soient arrivés tous sains et saufs, malgré qu'ils aient été retenus pendant 40 heures supplémentaires. Hein. Ah oui. Certains quarts. 4 quarts, je crois, 4 ou 5. Bon, là, on peut se féliciter qu'ils sont tous arrivés. Oui, oui. Mais ceci dit, ils sont vraiment pas contents parce qu'ils ont dû quitter quand même leur village. Ils disent bien, nos vies sont chères, mais nos villages aussi, on n'a pas envie de les laisser. Bon, donc on espère que c'est pas pour longtemps. Ben oui, parce qu'il y a une opération apparemment après le succès de la libération du sud-ouest syrien. La prochaine opération pourrait bien être celle de la libération de la poche d'Idleb. Hein. Absolument, c'est Idlib. Oui, Idlib a été... le sud du gouvernorat d'Idlib a été libéré, donc tout le sud de l'aéroport d'Abu Dhour a été libéré et les habitants de cette région sont revenus même dans leur village après avoir été nettoyés et sécurisés. Donc il reste toute la partie nord du nord de Abu Dhour qui reste toujours avec tous les terroristes, toutes les factions terroristes qui y sont, aussi bien Al-Nusra, c'est essentiellement Al-Nusra, il n'y a pas de Daesh à Idlib, c'est une partie peut-être de Daesh, et Al-Nusra et ses compagnies, donc ses amis, les Noureddin Zenki et les autres en fait. Donc il y a plein de petites factions qui sont liées à Al-Nusra, qui se battent les uns avec les autres, et qui aussi, il y a bien sûr aussi la présence turque à Idlib et dans le nord aussi. Voilà. Donc, on n'a pas parlé d'Afrin, mais oui, Afrin en fait partie en fait, mais on pense quand même que justement les pourparlers de Poutine-Trump vont finir par avoir un impact sur une incidence, oui, sur la position turque. Et surtout aussi le fait que la Syrie refuse complètement la présence turque et qu'il n'y a absolument aucune ligne rouge qui est
qui est applicable ou acceptable à l'intérieur du territoire syrien. Donc la détermination de l'armée syrienne, la détermination du peuple syrien, des alliés de la Syrie que sont l'Iran et le Hezbollah, font dire que de toute façon Idlib ça va être aussi rapide que Deraa et ça va se terminer de la même manière. De la même manière aussi que Manbij et à l'est de l'Euphrate, les Américains sont présents, de la même manière d'ailleurs qu'au Tanf, que dans le Tanf, mais en fait, de toute façon, leur présence va disparaître puisque aujourd'hui, le FDS, le Front démocratique syrien, il entame des discussions avec l'État syrien. Il dit, au cours desquelles ils disent qu'ils sont prêts à négocier tout avec l'État syrien. D'ailleurs, le président Assad a ouvert aussi le débat avec eux via des interventions, enfin, ou des débats avec des médias, via des interviews avec les médias. Où il disait que de toute façon, il y a une possibilité de discussion avec eux et qu'on est ouvert à tout dialogue qui permet une effusion du sang syrien et arrêter ce torrent de sang qui ne fait aucun plaisir à personne. Oui. Donc, et que de toute façon, la question est, toutes les questions peuvent être discutées, on est ouvert à tout. Donc, et de la même manière, les leaders du FDS, du Front démocratique syrien, ont avoué et dit à plusieurs reprises aussi qu'ils sont prêts à l'ouverture, qu'ils sont d'abord contre l'occupation de la Syrie, contre sa partition, qu'ils sont pour l'unité nationale syrienne, qu'ils sont pour l'unité du territoire syrien, contre tout partitionnement. Et que de ce fait, ils sont très ouverts à tout dialogue avec l'État syrien et qu'ils refusent absolument l'occupation américaine, comme d'autres occupations, comme les Turcs. Donc aujourd'hui, il commence à y avoir aussi une résistance, même au sein de ceux que prétendaient aider les États-Unis, et ceux aussi que la Turquie prétend qu'ils combattre en même temps. Mm-hmm. Donc, eux, il était question, par exemple, qu'à Manbij, le FDS puisse donner ou passer les régions, les zones qui sont sous son contrôle à l'armée syrienne, à Manbij et à toutes les zones qui sont sous le contrôle du FDS. Ce qui a profondément déplu effectivement aux États-Unis et profondément déplu à Ankara. Mais de toute façon, l'État syrien, le peuple syrien, l'armée syrienne et les alliés de l'armée syrienne sont aussi déterminés à continuer à libérer l'ensemble des territoires syriens. Et on y arrivera, puisque de toute façon, à chaque fois qu'on dit quelque chose, on le fait. Et ça sera effectivement ça qui réussira et ce sera ça qui triomphera. Et la Syrie, de toute façon, va sortir triomphante de toutes ces guerres cette guerre qui a été vraiment menée contre elle de manière hideuse et par terroristes interposés qui ont commis le pire des crimes et des massacres. Perfide. Bon, la Syrie sortira renforcée, unifiée, unie complètement, et puis se reconstruira toute seule avec ses propres forces, avec les forces de nos amis aussi. Voilà. Effectivement, on arrive au terme de ce cours Citrep parce que les conditions d'enregistrement deviennent extrêmement pénibles, hein. Donc on se sera contenté entre guillemets de l'essentiel de l'actualité en Syrie, ce qui était le plus important quand même, hein. Ouais. Et il fallait noter également quelque chose que je voulais souligner tout à l'heure quand vous parliez de ces réconciliations sur le terrain, c'est que les terroristes ont utilisé, ont contraint
un grand nombre de civils à se joindre à eux pour combattre l'armée syrienne. Et ils les ont, ils ont continué de les manipuler en expliquant que l'armée syrienne allait les tuer si jamais ils se laissaient libérer, entre guillemets. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi ces retournements de situation de la part de ceux qui étaient en partie, je dirais, dans le camp terroriste, sans en avoir la volonté, hein, juste être contraint, c'est que effectivement ils se sont rendus compte que l'armée syrienne n'était pas du tout, avait pas du tout la volonté de les tuer au moment de les libérer, mais bien au contraire de les réintégrer dans ses rangs. Et ça fait toute la différence. Et c'est la raison pour laquelle ces réconciliations sont si spectaculaires, parce que beaucoup de gens se sont rendus compte que les terroristes les avaient vraiment manipulés d'une manière éhontée, et ils en payent le prix aujourd'hui. Hein. Tout à fait. En fait, même ceux qui ont fui, ceux qui sont revenus des frontières jordaniennes et qui disent que de toute façon, ils ont été obligés de fuir parce que les terroristes leur disaient l'armée syrienne va vous tuer, parce qu'elle va vous sanctionner, va vous punir, elle va vous envoyer au diable, etc. Et donc, quand ils ont vu que c'était rien du tout de tout ça, ça fait tache d'huile. De la même manière, la population qui est dans les villes qui étaient dominées par les terroristes, bon, pour certaines populations, ils résistaient beaucoup aux terroristes, mais quand même, comme ils sont complètement isolés, ils étaient obligés de se plier à eux parce qu'ils n'avaient absolument aucune envie de quitter leur village. Mais donc là aussi, ils se sont quand même rebellés contre eux quand ils ont vu que l'armée syrienne était proche et qu'ils pouvaient espérer de l'aide de la part de l'armée syrienne. Donc, je tiens à dire quand même que dans toutes les villes qui ont été récemment libérées, vraiment des scènes de liesse de la population et qui sont vraiment ravis, contents du retour de l'armée syrienne, du retour des institutions syriennes, de la levée du drapeau syrien sur ces villages depuis 7 ans qu'ils étaient occupés par les terroristes. Donc, ils sont vraiment très, très contents. Ça, c'est un point qu'on a vu et qu'on peut voir d'ailleurs sur les informations qui sont transmises en direct de ces villages où le drapeau syrien a été hissé systématiquement. Les gens qui dansent, qui chantent, et puis des petites interviews avec des personnes qui ont été interviewées pendant ces festivités. Donc, et puis surtout le retour, il y a eu aussi le retour des institutions, donc parmi les institutions, les écoles, des enfants qui sont ravis de revenir à l'école alors qu'ils étaient pendant 7 ans interdits d'aller à l'école. Parce qu'ils étaient obligés et sommés de se battre aux côtés des terroristes. Donc, vraiment, il y a un soulagement général dans toutes ces villes qui sont libérées du joug terroriste par l'armée arabe syrienne. Et je peux dire bientôt, alors on peut dire, je voudrais quand même terminer par quelque chose qui est insister sur quelque chose, oui. le redéploiement de l'armée syrienne sur toutes les frontières du Golan a été fait aussi et se fait. Donc, c'est un accord qui a été passé entre l'État syrien et les terroristes qui laisse la place à l'armée syrienne de tous les lieux où ils étaient sur les frontières du Golan occupées. Et donc, là où étaient les forces du UNDOF, en fait, des Nations Unies, maintenant, donc, c'est l'armée arabe syrienne qui sont juste déployés sur les barbelés de séparation, en fait. Hein, voilà. Donc, et puis, je peux dire 2 mots quand même de l'attitude israélienne. Israël qui disait impossible, nous n'accepterons jamais ceci, cela, avec beaucoup
d'insolence aussi mépris. et d'exigence. Maintenant, ce sont eux qui demandent l'application de cet accord de 74 qui a eu lieu pour la séparation à Konetra et au Golan. Donc, eux, ils demandent à la Russie surtout de faire pression sur la Syrie pour respecter cet accord de 74. Alors que eux, ce sont eux-mêmes qui l'avaient violé. Donc, voilà. Très bien, la situation est très prometteuse de bonnes choses pour la Syrie et pour la région. Bien, eh bien écoutez, Essar, merci d'avoir eu la patience de supporter ces difficultés techniques. C'est un court site-rep, mais bon, voilà. Oui. Merci Essar. Oui, merci à vous Tom et bonne journée et bonnes vacances à tout le monde et on vous retrouve dans 2 semaines comme promis. Merci Essar. Bonne fin de journée. Tom. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.